Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose qui est littéralement partout autour de nous, mais qu'on ne voit presque jamais. C'est le moteur invisible de notre monde. Ça alimente nos voitures, ça chauffe nos maisons, et c'est même la matière première de l'objet sur lequel on regarde cette présentation. On parle bien sûr des hydrocarbures. C'est un peu fou quand on y pense. On les utilise à chaque instant de notre vie, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? De quoi c'est fait au fond? Eh bien, cette question, qui a l'air toute simple, est en fait la clé pour comprendre une bonne partie du monde moderne. Alors je vous propose de plonger ensemble au cœur de la molécule. Pour y voir plus clair, voici le plan de route. On va commencer par la définition, la base de la base. Ensuite, on explorera les différentes familles d'hydrocarbures. Vous allez voir, c'est comme un arbre généalogique. Puis, on verra comment ils libèrent leur fameuse énergie, leurs applications qui sont innombrables, et bien sûr, on terminera sur un sujet essentiel, leur impact sur notre environnement. Allez, on attaque. Première partie. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce mot qui peut paraître un peu savant, hydrocarbure? En réalité, le concept de départ est d'une simplicité déconcertante. Alors, un hydrocarbure, eh bien, tout est dans le nom, en fait. Hydro pour hydrogène et carbure pour carbone. C'est tout. C'est simplement une molécule faite d'un assemblage d'atomes de carbone et d'hydrogène, rien d'autre. La formule générale, c'est CXY, où X et Y représentent juste le nombre d'atomes de chaque sorte. Simple, non? Et ce qui est intéressant, c'est que ces composés, aussi variés soient-ils, partagent des traits de caractère. Beaucoup d'entre eux, comme le méthane du gaz de ville ou le butane de nos briquets, sont gazeux à température ambiante. Ils sont aussi très peu solubles dans l'eau, on a tous en tête l'image du pétrole qui ne se mélange pas à la mer. Et enfin, ils ne conduisent pas du tout l'électricité, ce sont d'excellents isolants. Bon, maintenant qu'on a les bases, on va s'intéresser un peu à la famille. Parce que oui, il y a tout un arbre généalogique des hydrocarbures, avec 3 grandes branches principales, chacune avec sa signature et ses particularités. La première famille, la plus simple, c'est celle des alcanes. On les dit saturés. Pourquoi? Imaginez que chaque atome de carbone a des bras pour s'accrocher à d'autres atomes. Eh bien, dans un alcane, chaque carbone utilise tous ses bras pour se lier au maximum d'hydrogène possible. Il n'y a plus de place, c'est complet. Cette structure les rend très stables, ce qui en fait de super carburants. C'est là qu'on retrouve des stars comme le méthane, le propane des barbecues ou le butane. On passe à la deuxième branche, les alcènes. Eux, à l'inverse, sont insaturés. La formule générale change. On a un peu moins d'atomes d'hydrogène. Du coup, les atomes de carbone ont des liaisons un peu différentes entre eux, ce qui les rend beaucoup plus réactifs. Et c'est justement cette réactivité qui est hyper importante pour l'industrie, en particulier pour fabriquer tous nos plastiques à partir de molécules comme l'éthène. Et enfin, la troisième et dernière grande famille, les alcynes. Eux, ils sont encore plus insaturés. Il y a encore moins d'hydrogène. Le plus connu, c'est sans doute l'acétylène. C'est le gaz qu'on utilise dans les chalumeaux pour souder parce que sa flamme est incroyablement chaude. Ce sont des molécules très énergétiques et très utiles en chimie de synthèse. D'accord, on a nos familles. Mais la question cruciale, c'est comment on fait pour récupérer toute l'énergie qui est stockée là-dedans? La réponse, elle tient en un seul mot qu'on connaît tous, la combustion. C'est la réaction chimique la plus fondamentale les concernant. Alors, pour qu'une combustion se passe bien, il y a un ingrédient absolument essentiel, l'oxygène. Et tout dépend de sa quantité. S'il y en a assez, voire en excès, on a une combustion complète. Elle est propre, elle produit du dioxyde de carbone, de l'eau et surtout un maximum de chaleur avec une belle flamme bleue. Mais, si l'oxygène vient à manquer, la combustion devient incomplète. Et là, c'est moins bien. Ça produit de la suie, du monoxyde de carbone, qui est un gaz très toxique, et ça libère beaucoup moins de chaleur. La flamme devient alors jaune, orangée, et elle fume. Pour que ce soit plus concret, regardons l'exemple du méthane, notre CH4. Quand une molécule de méthane réagit avec 2 molécules d'oxygène, on obtient une molécule de dioxyde de carbone, 2 molécules d'eau, et surtout, plein d'énergie. C'est exactement cette réaction qui se produit dans une chaudière à gaz bien réglée et qui nous chauffe en hiver. Jusqu'ici, on a surtout parlé d'énergie, de chaleur, de brûler les hydrocarbures. Mais ce serait une grosse erreur de penser qu'ils ne servent qu'à ça. En fait, ils mènent une sorte de double vie fascinante. Et ce graphique, il illustre cette double vie à la perfection. Regardez, la part du lion, 70%, c'est vrai, c'est pour les carburants. On les brûle pour l'énergie. Mais le reste, les 30% restants, ce n'est pas rien. Cette partie-là, on ne la brûle pas, on s'en sert comme matière première, comme brique de Lego pour construire autre chose, en particulier les plastiques. Donc, pour résumer, d'un côté, on a ce qui fait avancer nos voitures et nos avions, le gasoil, le kérosène. Et de l'autre,
Eh bien, on a la base pour fabriquer une immense partie des objets de notre quotidien. Les bouteilles en plastique, les emballages en polystyrène, nos vêtements en tissu synthétique et même certains colorants aux médicaments. Leur polyvalence est juste incroyable. Bien sûr, cette omniprésence, cette utilité folle, ça a un prix. On ne peut pas parler des hydrocarbures sans aborder l'autre face de la pièce, leur impact, qui est massif sur notre environnement. On peut voir ce risque comme une chaîne en 3 temps. D'abord, il y a les dangers immédiats. Ce sont des produits très inflammables et on pense bien sûr aux désastres écologiques que sont les marées noires. Ensuite, il y a la pollution directe liée à leur combustion, tous ces gaz qui partent dans l'atmosphère. Et enfin, les conséquences sur le long terme, l'effet de serre qui mène au réchauffement climatique et l'accumulation de ces déchets plastiques qui ne se dégradent pas. Justement, parmi les gaz émis, il y en a 2 qu'il est crucial de ne pas confondre. D'un côté, le monoxyde de carbone, le CO. Lui, c'est un poison violent, un danger immédiat pour la santé. Il nous asphyxie en prenant la place de l'oxygène dans notre sang. De l'autre côté, il y a le dioxyde de carbone, le CO2. Il n'est pas toxique de la même manière, mais son accumulation massive dans l'atmosphère est la cause numéro 1 du réchauffement climatique. Et on en revient au paradoxe du plastique. Cette qualité qui le rend si pratique, sa solidité, sa durabilité, devient son pire défaut une fois qu'il devient un déchet. Comme le dit très simplement une de nos sources, les matières plastiques très utilisées se détruisent difficilement. Elles restent dans la nature pendant des centaines, voire des milliers d'années, créant une pollution durable et visible partout. Le tableau est donc complexe. D'un côté, les hydrocarbures sont indéniablement les fondations de notre monde moderne. Ils nous ont offert une énergie abondante et des matériaux révolutionnaires. Mais de l'autre, leur usage nous confronte aujourd'hui à des défis environnementaux colossaux. La grande question qui se pose à nous tous est donc la suivante. Comment trouver le juste équilibre entre les bénéfices immenses qu'ils nous apportent et la nécessité absolue de préserver notre planète? C'est sans doute l'un des plus grands défis de notre époque.